naissance d'une diva, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, et c'est un livre que vous avez imaginé avec Shadid Louezlati, qui elle est dessinatrice, illustratrice, dessinatrice de BD, et dont on avait ici même parlé de son livre qui était formidable, Famille nombreuse, et puis Vacances au bled. Et vous êtes journaliste, directrice de la rédaction du Courrier de l'Atlas. Vous avez publié plusieurs ouvrages, en particulier consacrés aux mineurs isolés, et vous avez reçu le prix Les Voix de la Paix en 2017. Alors, comment vous vous êtes rencontrés, vous, la journaliste, et Shadid, la dessinatrice, et comment est né ce projet autour de Kaltoum? Je crois savoir que déjà il y a un point qui vous réunit, pas seulement parce que vous êtes toutes les deux franco-tunisiennes, mais surtout parce que vos pères respectifs étaient des grands admirateurs Kaltoum. Alors, d'abord, je ne suis pas directrice de la rédaction, pas encore. Je suis la rédactrice en chef. Ah bon, ben voilà, je vous ai fait monter dans la hiérarchie, ça va être... Je ne voudrais pas que mon supérieur pense soit que dans la salle. Je sois pressée, trop pressée. Alors, avec Shadia, j'avais lu Famille nombreuse et j'avais beaucoup aimé son trait et j'avais beaucoup aimé la façon dont elle racontait son enfance en France. Et il y avait beaucoup de similitudes avec la mienne. Et j'aimais beaucoup le côté douceur, nostalgie qui se dégageait de son ouvrage. Et plusieurs pigistes, plusieurs journalistes m'ont proposé le livre. Et je le raconte souvent, c'est que j'ai dit non. J'ai dit, cette fille, je veux la rencontrer. Et c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt des choses qu'on délègue. Et là, je disais, je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait que je la rencontre. Et je l'appelle et elle me dit, mais vous savez, j'habite à Chartres. Et je lui dis, c'est pas grave, je viens. Et donc, j'arrive chez elle un jour à Chartres, et elle me reçoit comme un membre de sa famille. Son mari avait fait à manger, la Vénarde, son mari cuisine très bien. Et on a fait l'entretien, et on a eu un coup de foudre amical, réciproque vraiment. Et on s'est dit qu'on aimerait bien travailler ensemble. Et souvent, c'est des choses qu'on peut dire comme ça et qui ne se concrétisent pas. Là, on a décidé d'aller au bout. Donc, je suis revenue vers elle avec un projet qui était de parler de la révolution tunisienne en bande dessinée pour expliquer un peu ce qui s'était passé, puis réexpliquer la suite, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de réussite, de succès de la révolution tunisienne. Pour nous qui suivions l'actualité au jour le jour, on voyait très bien que ce n'était pas le cas. Et donc, je lui propose de partir du viol d'une femme pendant la révolution tunisienne par des policiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de cette femme qui s'appelait Myriam, qui a été violée par des policiers. Et du coup, je voulais partir de ce point de vue-là pour dire que même s'il y avait une révolution, il y avait des lois liberticides, enfin, il y avait beaucoup de choses à dire, notamment sur le droit des femmes qui était déjà en recul. Et puis, elle m'a dit, écoute Nadia, t'es un peu ambitieuse quand même pour une première bande dessinée. Moi, j'ai pensé à autre chose. Et là, elle me parle de Kaltoum. Et quand elle me parle de Kaltoum, ça me met la lumière à tous les étages. Parce qu'effectivement, on partageait nos pères partageaient cet amour-là. Et nous, ce traumatisme-là. Parce que... on a été obligés d'écouter Kaltoum à un âge où nous, on avait les cassettes de Madonna, de Michael Jackson et même des Bee Gees, et que nos pères respectifs nous disaient tout le temps, oui, on la mettra après la chanson Kaltoum. Sauf qu'il faut savoir qu'une chanson Kaltoum, ça dure 50 minutes. Donc, on se faisait systématiquement avoir. Voilà. Donc, de ce traumatisme, nous avons fait une BD. Alors, dans ce livre, vous retracez le parcours de Kaltoum, et c'est l'histoire d'une métamorphose, de comment une jeune paysanne qui vit dans un village du delta du Nil, d'une famille assez pauvre, elle va avec sa mère dans les champs de coton, son père est imam, et comment cette jeune fille devient la diva qui a été adulée par tous les pays du monde arabe, et donc l'histoire de cette métamorphose et de ce parcours qui n'est pas sans embûches et sans difficulté, puisque d'abord, il y a la première étape, c'est la découverte du don qu'elle a de la voix, mais ensuite, comment chanter en public ou même en privé
quand on est une jeune fille? Alors, nous, tout le monde connaît Kalthoum, mais beaucoup de gens ne savent pas comment Kalthoum est devenu Kalthoum. C'est-à-dire que même moi, je ne savais pas, alors que j'ai baigné avec ses chansons, je ne savais pas qu'elle avait été obligée d'être travestie en garçon pour pouvoir chanter. Et ça, on l'apprend en faisant évidemment des recherches, et je me suis appuyée sur la biographie d'Isabelle Baudis, qui doit être là quelque part dans la salle. Et donc, on avait envie de raconter aussi comment sa mère a cru en elle. Et il faut remettre les choses dans le contexte. Hein. On est au début du 19e siècle. Je sais pas, 20e. Pardon, du 20e, je suis fatiguée. Au début du 20e siècle. Et vous avez cette mère qui dit à son mari, j'irai travailler plus dur au champ de coton, ramasser plus pour payer pour la piastre qui manque pour qu'elle aille étudier à l'école coranique. Et elle commence d'abord par l'école coranique. Le shir ne le voit pas de la même idée, enfin de la même façon, et donc il envoie faire les tâches ménagères avec sa femme. Et c'est la mère de Kalthoum, quand elle apprend ça, qui va régler le problème. Et c'est encore elle qui, plus tard, va accepter que sa fille aille au Caire pour apprendre des plus grands. Donc vraiment, on est aussi sur un autre récit de la femme arabe, je trouve, qui était intéressant aussi de parler autrement des femmes arabes. On parle souvent de nous comme des femmes un peu sous le joug d'un homme, sous la domination d'un homme. Et là, vous avez cette femme qui est illettrée, qui pousse sa fille, qui suit sa fille et qui va accepter que son mari et son fils partent au Caire pendant de longues années, donc se priver de la présence de son époux pour que sa fille puisse réaliser son rêve. Donc, je trouve ça, mais cet amour filial, je trouve qu'il y a tout dans le récit de Kalthoum. Ça devrait même être un exemple. Aujourd'hui, on parle tellement, c'est galvaudé cette expression de femme puissante, mais Kalthoum est une femme puissante. Et alors, comment donc elle arrive avec l'aide, parce qu'à la fois elle est entravée dans cette vocation, et à la fois elle est paradoxalement aidée même par son père, qui au départ ne voit pas d'un bon œil qu'elle chante des chants profanes. Mais elle arrive par une force de volonté et puis une conviction absolue à devenir cette star qui va se produire en 1967, c'est ça, à l'Olympia. C'est le 13 et 15 novembre, donc c'est bientôt l'anniversaire. Elle est invitée par le directeur de l'Olympia, qui était Bruno Cocatrix. Il y a une foule immense qui fait la queue, et son concert, c'est la première fois qu'elle se produit en dehors de l'Égypte, et elle a demandé beaucoup d'argent pour ce concert qu'elle va restituer. Oui, l'argent, on est après la guerre des 6 jours, et en fait l'argent est destiné à reflouer les caisses de l'Égypte. Voilà. Et donc ce concert, comme dans tous ses récitals, elle chante 3 chansons, mais vous le disiez, chaque chanson dure 1 heure. Comment vous expliquez la ferveur qu'elle a su susciter dans ses 50 ans de carrière dans le monde arabe et au-delà? Vous savez, au départ, Bruno Cocatrix, quand il lui a demandé combien de chansons elle allait chanter, et qu'il a dit 3, il n'a pas lu. Il s'est dit, mais comment elle va tenir avec 3 chansons dans un concert, parce qu'il ne connaissait pas le tour de chant de Kalthoum. Et en fait, Kalthoum, elle utilise une même phrase qu'elle peut redire de 15, 20 façons différentes. Et elle emmène les gens dans son... C'est comme ça, c'est le tarab, le fameux « Ah, non, je ne vais pas vous le faire, je ne chante pas », mais vraiment qui arrive à emmener... Dans un autre, on sort de soi quand on écoute Kalthoum. Et alors, il y a un proverbe tunisien qui dit qu'on sait qu'on est vieux quand on commence à apprécier Kalthoum. Donc, je ne sais pas si vous êtes vieux, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, je vous dis, c'était un traumatisme. Je détestais Kalthoum, vraiment. Quand j'étais plus jeune, ça me... Mais vous l'avez écouté pendant l'écriture de ce... Non, mais j'ai appris à l'aimer après. Et je pense que c'est vrai qu'une fois qu'on traverse des choses, des chagrins d'amour, des séparations, des choses comme ça, ça prend tout son sens. Parce que même si on comprend mal l'arabe, on ne comprend pas l'arabe, on comprend qu'elle chante l'amour, qu'elle chante la tristesse, qu'elle chante la séparation. Donc ça parle au cœur, en fait. C'est de cœur à cœur. Donc ça devient universel.
Alors vous disiez, on comprend qu'on devient vieux parce qu'on commence à aimer Kalthoum, mais justement c'est une des questions que je voulais vous poser. Et les jeunes générations aujourd'hui, est-ce qu'elle est écoutée encore ou est-ce qu'il faut avoir une transmission qui vient des aînés pour l'apprécier? Alors, c'est drôle parce qu'en séance de dédicace, on a vraiment on a vraiment toutes les générations confondues, donc on est toujours très surprise. Donc il y a des jeunes filles qui viennent pour l'offrir à leurs parents, et puis il y a des parents qui l'achètent pour leur offrir à leurs enfants. Donc ça c'est chouette, ça veut dire qu'on a eu raison de le faire en bande dessinée. Et il y a beaucoup d'artistes aussi qui aujourd'hui s'inspirent de Kalthoum, qui remixent sa musique, donc qui remettent au goût du jour. Il y a vraiment le côté artistique aussi, il y a beaucoup de t-shirts, de choses. Donc ils ont grandi souvent dans cette ambiance-là, et je pense qu'effectivement, au fur et à mesure, ils commencent à apprécier. Moi, mes enfants, j'ai 4 enfants, et même le petit de 6 ans, maintenant, il connaît Kalthoum, et il sait que le dimanche matin, quand maman elle met Kalthoum, il faut la laisser tranquille boire son café. Voilà. Voilà, c'est un très très beau livre, une très belle bande dessinée qui passe des couleurs du noir et blanc du concert en 67 aux couleurs sépia quand Kalthoum évoque toute l'histoire de sa jeunesse et de sa vocation. Et là, vous la voyez en couverture, reconnaissable entre toutes, par ses traits, par ses lunettes noires qu'elle portait, et puis une autre signature, c'était le mouchoir qu'elle tenait à la main pendant tous ses concerts. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur ce fameux mouchoir. Donc la première légende, c'était de dire qu'elle était tellement stressée la première fois qu'elle avait ce mouchoir et qu'elle est rentrée sur scène et qu'elle le serrait très très fort. Et puis il y a d'autres rumeurs qui disent que voilà, c'était parce qu'elle se droguait et qu'elle avait besoin d'avoir... voilà. Nous, on a retenu la plus jolie. Voilà. On a retenu le fait que c'était parce qu'elle était inquiète et que c'était une sorte de doudou. Voilà. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tout puisqu'on est arrivé à la fin de ce bref entretien, mais passionnant de vous entendre. Il y a une question qu'on peut poser, c'est son engagement dans le pays. Elle a chanté à l'investiture du roi Farouk, mais ensuite elle soutiendra le président Nasser. Donc elle a été témoin de tous les bouleversements culturels, sociaux, politiques de son pays. Et quel rôle elle a joué, en un mot? Alors tout à fait. D'ailleurs, elle a eu une période de traversée du désert quand Kamel Nasser a pris le pouvoir, puisqu'on lui a reproché justement ses accointances avec Farouk. Et c'est Kamel Nasser qui lui-même, quand il l'a su, a fait appeler ses lieutenants, ses colonels, en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est n'importe quoi, il faut la laisser chanter. C'est la voix du peuple, c'est la voix de l'Égypte. » Et alors, on a eu beaucoup de débats là-dessus avec Shadia, parce que j'avais fait toute une partie sur Kalthoum, la voix du nationalisme arabe. Et elle a trouvé que c'était trop politique. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand on a des échanges et qu'on est deux à faire un projet, c'est qu'il faut faire des concessions. Et donc voilà, j'ai fait la concession de gommer un peu ce côté très politique qui, moi, me manque un peu. Très nationaliste. Je pense que c'est intéressant de raconter ce nationalisme arabe qui émerge et que ça raconte toute une situation géopolitique qui, aujourd'hui, on le voit encore, nous impacte. Donc voilà, je trouvais que c'était très intéressant. L'éditeur aussi trouvait que c'était mieux de rester dans le côté un peu poétique. Donc voilà, donc j'en parle, mais assez peu finalement. Mais je pense que c'est mon travers de journaliste aussi qui ressortait et qui avait envie d'être un peu plus exhaustif. Voilà. Oui. En tout cas, la voix du peuple, il y avait 2 millions de personnes dans les rues du Caire en 1975 quand elle est morte lors de ses funérailles. Tout à fait. Et puis elle continue de chanter, y compris chez vous le dimanche matin. Merci beaucoup, Nadia. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez retrouver ce livre pas loin dans les librairies. Merci.